All rise, veuillez vous lever. Les procès dans l'affaire, le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïssona, se poursuivit du 1er au 18 novembre 2021 à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Au cours de ces 3 semaines, 3 témoins ont été appelés par l'accusation à faire leur déposition devant la Chambre. Les témoins ont été interrogés par le bureau du procureur ainsi que par les autres parties participants à l'affaire. La Chambre de première instance, composée du juge-président Bertrand Schmitt, du juge Peter Kovacs et du juge Chango Chang, a accordé aux témoins de mesures de protection, y compris la distorsion de l'image et de la voix. Dans certains cas, certaines parties de leurs témoignages se sont déroulées à huis clos partiel. Les témoins ont pu être entendus à la fois en présentiel et par liaison vidéo, et certains d'entre eux ont pu être interprétés à partir de la langue sango parlée en République centrafricaine. Le 19e témoin appelé par l'accusation, M. Alfred Ngaya Legrand, était fonctionnaire au ministère de la Jeunesse et des Sports en Centrafrique entre 2013 et 2014, et aussi membre du parti politique mis en place par Edouard Ngaïssona. Il a été interrogé sur l'aide financière que M. Ngaïssona aurait fournie aux Anti-Balaka et la mobilisation de leaders d'associations pour chasser les Séléka du pouvoir. Et deuxièmement, si vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire avec le fait que vous dites que je ne sais pas si vous pourriez nous aider financièrement, puisque vous connaissez mieux que moi le tempérament de nos compatriotes. Si nous disposons d'un peu de moyens, ça va être facile. Pouvez-vous expliquer à la Chambre ce que vous voulez dire de façon générale avec cette proposition, ce propos? Oui, en fait, on était dans une situation de délabrement très avancée. On n'avait pas d'argent. Si vous voulez mobiliser la population en termes d'invitation, de communication, ça suppose qu'il y ait un minimum de moyens. Autrement dit, acheter du papier. Vous savez, pour mobiliser les leaders d'associations, il faut acheter du papier, il faut saisir. Donc, de manière générale, c'est de ça qu'il s'agit. Il était question surtout d'entrer en contact avec les leaders d'associations, comment les informer dans un contexte où les éléments de la Séléka cherchaient les gens. Donc, ça pose un problème de moyens à un moment où le pays était par terre, même pour avoir le salaire, c'était difficile. C'était un peu dans ce sens, c'est-à-dire solliciter de Ngaïssona des petits moyens pour nous permettre de fonctionner. Interrogé par Maître Souprun, représentant les gardes de victimes dans cette affaire, mais plus particulièrement au sujet des anciens enfants soldats, les témoins parlaient du programme de démobilisation des enfants soldats anti-Balaka. Monsieur le témoin, ma toute dernière question pour vous, sur la base de votre expérience en matière de la jeunesse et dans le cadre spécifique de la Centrafrique, selon vous, comment peut-on assurer la réconciliation des anciens enfants soldats avec leurs communautés respectives? Disons, les premiers éléments, c'est ce que je viens de vous donner. Et il faudrait donc souvent associer à cela un programme d'information, de sensibilisation sur la réconciliation. Il y a ce qu'on appelle l'appui aux communautés, c'est-à-dire que là où ils ont commis des exactions, il faudrait donc développer un programme d'information à l'endroit de ces communautés pour que les communautés soient en mesure de les accepter. Et de sorte qu'on crée des conditions pour qu'il y ait des séances publiques de pardon, comment ils puissent prendre conscience qu'ils appartiennent à une communauté. Donc il faut développer un programme d'information, de sensibilisation et de réintégration de ces jeunes au sein de leur communauté. Contre-interrogé par Maître Marie-Hélène Prou, pour l'équipe de la défense M. Edouard Ngaïssona, les témoins ont relaté au juge de la Chambre ce qui s'est passé lorsque les forces de la Séléka sont arrivées dans la capitale centrafricaine. Premièrement, je voudrais vous poser quelques questions sur l'arrivée des forces Séléka en Centrafrique. Est-ce que vous pourriez décrire pour la Cour l'atmosphère qui régnait à Bangui et peut-être même en province vers la fin de l'année 2012 et au début 2013
à l'approche de la Séléka? En tout cas, c'était une période où il y avait la peur. Il y avait la peur. Malheureusement, à cette époque-là, il y avait une force internationale qui était déployée. Une fois, c'était, je crois, la FOMAC, une force de l'Afrique centrale, qui était déployée en Centrafrique. Et quand la Séléka s'approchait de la ville de Bangui, depuis Birao, le général qui commandait cette force-là avait fait une déclaration disant que il y avait une ligne rouge à Damara. Et si la Séléka franchit cette ligne rouge, ça veut dire que c'est une déclaration de guerre aux 11 pays de l'Afrique centrale. Et donc, c'était une déclaration qui avait rassuré la population. Alors, pourtant, bizarrement, cette ligne rouge a été franchie et il n'y avait même pas de résistance et que la Séléka a occupé Bozézé. Bozézé a fui et la Séléka a pris Bangui. Le malheur, c'était que, vous savez, on est un pays habitué au coup d'État. Donc, pour nous, le fait que Bozézé ait fui n'était pas un problème parce que, bon, il est renversé, c'est tant mieux. Mais là, bizarrement, les troupes Séléka ont continué et ils ont envahi tout le pays. Vous allez vous imaginer que même dans la Loba, où il y a le village pygmée, les pygmées dans leur village ne s'intéressaient jamais au pouvoir. Mais la Séléka arrive, les pygmées ont été pillés. Étaient massacrés. Dans les villages pygmées, ils étaient pillés et massacrés. Ça, on n'a jamais vécu ça. Alors, en tout cas, quand ils étaient entrés à Bangui, et donc ils ont commencé par le quartier Boirab, là où moi j'habite. Notre malheur, c'est qu'on nous a assimilés à Bozézé. Le 20e témoin de l'accusation, portant les pseudonymes P2843, a brièvement parlé de l'influence qu'avait M. Ngaïsona dans le milieu de la jeunesse centrafricaine. Les juges de la Chambre ont entendu des témoignages sur la position de M. Ngaïsona au sein de la Fédération de football centrafricaine. Et je me demandais si vous pouviez décrire aux juges de la Chambre dans quelle mesure M. Ngaïsona avait une influence sur la jeunesse. Est-ce qu'il était bien connu? Est-ce qu'il plaisait aux jeunes? Comment est-ce qu'il était perçu dans sa qualité de président de la Fédération de football de la République centrafricaine? Monsieur Ngaïsona, en dehors de ses activités professionnelles, d'affaires, il est beaucoup plus impliqué dans le milieu du football. Donc, il a commencé à être joueur, dirigeant de club, dirigeant à la Ligue de football de Bangui et ensuite président de la fédération. C'est quelqu'un qui est du milieu de la jeunesse. Est-ce qu'il était bien considéré dans cette fonction? C'était quelqu'un qui était respecté? Bien sûr, c'est quelqu'un qui était respecté, c'est quelqu'un qui est vraiment populaire. Après plusieurs passages à huis clos, ce fut le contre-interrogatoire du témoin par l'équipe de la défense d'Edouard Ngaïsona. L'avocate Sarah Pedroso a cherché à obtenir plus de détails sur l'atmosphère qui régnait à Bangui pendant la période de crise. Donc, vous qui avez vécu l'avancée de la Séléka vers la capitale, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'atmosphère qui régnait à Bangui durant cette période? Pendant cette période, la situation à Bangui était incontrôlable. Lorsque les rebelles de Séléka avançaient vers la capitale. Donc c'était la panique totale à Bangui. Et lorsque la Séléka est entrée à Bangui, l'ancien président Bozézé a fui le pays. Et donc, c'était vraiment catastrophe totale au pays. Il n'y avait pas l'État n'existait pas.
Et donc, il y a eu des tueries partout. Il y a eu des pillages. Et donc, la Séléka faisait ce qu'elle pense faire, quoi. Parce que le mouvement de la Séléka, c'est pas vraiment un mouvement bien organisé. Il y avait beaucoup des éléments parmi eux qui ne parlaient ni le français ni le sango. Et donc, il y a une communication totale entre ces éléments de Séléka et la population. Et donc, c'était trop difficile, c'était trop difficile. Il y avait des exactions dans le quartier, des pillages des maisons et des tueries. C'était très difficile pour la population. Selon le témoin P 2843, pendant cette période de crise, beaucoup de civils portaient aussi des armes et pouvaient à leur tour commettre des exactions dans certains quartiers. Il a indiqué que ce phénomène a contribué à semer la confusion et le chaos dans tout le pays parce que c'était difficile de distinguer les éléments de la Séléka et la population civile. Le 21e témoin de l'accusation, sous les pseudonymes P 2232, a comparu devant la Chambre durant 5 jours successifs. Il a d'abord été interrogé par le bureau du procureur sur le discours prononcé par le président Bozizé au PK0 à la fin du mois de décembre 2012. Il a expliqué que dans ce discours, le président Bozizé avait appelé la population à la vigilance. Oui, discours qui... Oui, s'agissant du discours du président Bozizé au PK0, c'était lorsqu'il était allé au dialogue au Gabon. C'est à son retour de ce forum qu'il est venu directement au PK0 s'adresser au peuple de son pays. Il a appelé à la vigilance. Il a demandé à la population de guetter, de vérifier ce qui se passait dans les propriétés clôturées. Parce qu'il y avait des personnes de mauvaise intention qui se cachaient dans les propriétés clôturées avec des armes pour faire du mal au peuple. Et M. Lévi Yakité était la personne elle-même, et cette personne-là qui a organisé ce grand rassemblement. C'était lui qui supervisait les activités de la jeunesse. C'était lui qui organisait les jeunes afin de prendre en main la sécurité du pays. Voilà en fait ce que Bozizé a dit dans sa déclaration. Now, you already mentioned, Vous avez déjà parlé de Lévi Yakité. Est-ce que vous pourriez expliquer au juge de la Chambre ce qui s'est passé après que M. Bozizé ait prononcé son discours? D'après ce que je sais, après ce discours, M. Lévi Yakité a créé un mouvement chargé de mobiliser un mouvement de vigilance dénommé Kokora. Ils ont organisé des groupes de jeunes par secteur, par quartier, par arrondissement. Le soir, les jeunes devaient sortir pour aider les forces de l'ordre en érigeant des barrières, des contrôles. Ils avaient pour mission d'arrêter les personnes de mauvaise intention, ces personnes qui n'avaient pas de pièce d'identité. Ils avaient mission pour les arrêter et les remettre à la police ou à la gendarmerie. Aux questions au sujet de la haine qui existait en cette époque contre la population musulmane, les témoins a relaté au juge de la Chambre ce qui se passait au niveau du checkpoint. Oui, l'attention, c'est les cas avancés. Lors de l'attaque de 5 décembre, vers Boeing précisément, les Balaka ont érigé des barrières. Des fois, les populations leur donnaient de l'argent, des pièces de 100 francs, 200 francs, 500 francs,
c'est ce qu'ils recevaient hein, sur ces checkpoints. Et au fur et à mesure que les gens passaient, ils vérifiaient dans leur répertoire s'il arrivait qu'ils retrouvent le nom d'un musulman, et le problème commence à partir de ce moment. Et tu pouvais perdre ta vie et rien que pour ça. Alors que des fois, si tu es chanceux, ils te frappent et te laissent partir. Juste parce que tu as un nom musulman dans ton répertoire, pour eux, c'est un motif. Répondant aux questions du juge-président au sujet de la participation des enfants soldats au combat, les témoins ont affirmé avoir vu les enfants participer au combat, mais ces derniers ne portaient pas des armes. Ils portaient des bidons d'eau aux combattants qui étaient au front, a-t-il précisé. Je le répète, j'ai vu des enfants porter d'eau pour ravitailler les combattants qui sont au front. Je ne les ai pas vus porter des armes pour participer au combat. Peut-être dans d'autres secteurs, mais le secteur dans lequel je me trouvais et que j'ai vu de mes propres yeux, je n'ai pas vu des enfants participer activement au combat, portant des armes. Plus loin, les témoins ont expliqué comment se déroulait le processus d'acquisition des armes et des munitions à Bangui. Vous savez, pendant la guerre, Bangui était une ville poudrière. Tout le monde avait des armes, tout le monde avait des munitions, des grenades. Et certaines personnes vendaient aux anti-Balaka, d'autres donnaient gratuitement ces munitions aux anti-Balaka. C'est ce que je peux vous dire. Il a été demandé aux témoins s'il avait connaissance des occasions où M. Ngaïsona avait lui-même acheté des armes pour les anti-Balaka. Ce n'était pas lui-même qui sortait l'argent et achetait lui-même. C'était ses subordonnés, ses collaborateurs qui faisaient les achats. Lui-même, il n'a jamais porté de l'arme. Il n'a jamais porté une arme. D'ailleurs, il n'aimait même pas s'approcher d'une arme. C'était les gens, les habitués, qui pouvaient porter les armes. S'il s'agit de les acheter, oui, il pouvait sortir de l'argent et donner pour l'achat de ces armes. Mais lui-même, il ne le faisait pas. D'ailleurs, ces visiteurs, quand les gens arrivaient pour lui rendre visite, il n'aimait pas que les gens entrent dans sa maison armés. Les contre-interrogatoires de ces témoins par les deux équipes de la défense Edouard Ngaïsona et d'Alfred Yekatom s'est déroulé en grande partie à huis clos partiel. En audience publique, plusieurs lignes de questions ont été adressées aux témoins sur la racine historique de l'expression comme zone. Les procès dans l'affaire le procureur contre Alfred Yekatom et Patrice Edouard Ngaïsona se poursuivra avec de nouveaux témoins appelés par le bureau du procureur.